Avril 2018, premier enregistrement. Bonjour. Je sais pas qui écoutera ça un jour, mais j'ai décidé de tenir un journal intime en cassette. Ça me permettra de me livrer un peu, alors voilà, je vais essayer. Vous connaissez cette créature? Il paraît qu'elle change de forme en fonction de qui elle a devant elle. Moi, je la vois d'une étrange manière. Elle me fait pas peur, mais ça me dérange pas de l'accueillir à ma table. Il fait la taille d'un enfant de 8 ou 9 ans, je dirais, à très grands bras, tellement qu'elle peut se gratter les genoux sans se pencher. Très poilue, de partout. Et elle me fait penser un peu à Bob Razowski dans Monstre Stressier. Il a deux yeux profondément tristes et noirs, avec de très beaux cils, grands et fins. C'est une petite boule de poils, en fait, avec une coupe de punk et de jolies griffes au bout de ses pattes. Il est tout noir, mais d'un noir profond, comme si aucune lumière ne pouvait éclairer sa douce fourrure. Il ne fait pas peur, bon, peut-être au premier abord car on ne le connaît pas. Et il parle pas vraiment, alors je l'ai appelé Toby. Je l'ai trouvé par hasard. Je l'entendais depuis un petit moment. J'entendais des petits grognements, mais je pensais que c'était dans ma tête. Je savais pas que ce genre de choses existait. Je l'ai ignoré pendant des mois, jusqu'à ce que sa présence se fasse plus durement sentir. Chaque soir, quand je rentrais de mon travail, j'entendais des petits grognements, et je ne trouvais pas mes affaires. Comme si je perdais la tête. Cette petite créature s'amuse à me cacher des objets et les ranger dans des endroits insolites. Si je l'ai remarqué, c'est qu'un jour j'ai vu le bout de sa queue sortir de sa cachette. J'ai suivi les bruits qui m'ont conduit à un vieux placard rempli de vêtements que je devais jeter. J'ai vu un petit truc noir poilu dépasser de celui-ci. J'ai voulu tirer dessus pour voir ce que c'était, et j'ai entendu un hurlement de douleur s'en dégager. Puis, une petite créature avec une magnifique fourrure est sortie du placard. Il n'a pas parlé, il m'a juste regardé et m'a demandé d'être son ami. Tout se dit dans le regard, et je n'ai pu refuser. Depuis, on se côtoie. Je le nourris, je lui ai donné un nom et une place importante dans ma maison. C'est comme un animal de compagnie. Je ne sors plus trop pour pouvoir m'occuper de lui. Il a besoin de temps, d'amour, ce petit animal. Mai 2018. Je ne pensais pas qu'elle me prendrait autant de temps, cette créature. Des fois, même quand je veux pas d'elle, que j'ai envie de sortir, voir mes amis, elle est là. Elle me retient, me prend la main et ses yeux me supplient de rester à ses côtés. Je faisais beaucoup de sorties avant de prendre conscience de son existence. J'aimais faire des soirées entre amis, mais cette envie s'est peu à peu atténuée. À certains moments, je le vois juger mes amis quand je les ai au téléphone. Toby est là et me regarde. Dès que je fais des compliments à la personne à qui je parle, il s'en va en levant les yeux en l'air. Au début, il parlait pas, puis il s'est mis à chuchoter dans mes oreilles. Il me rappelait des moments difficiles où mes amis ne m'ont pas soutenu. Et quand je leur trouve des excuses, il s'acharne de plus belle. Je me demande s'il serait pas un peu jaloux. Je le cachais au début, puis il a fini par sortir et mordre mon meilleur ami. Je pouvais plus inviter personne. Et quand je voulais me déplacer moi, c'était pire. Comme je vous l'ai dit, il me suppliait. Si je ne cédais pas, il me retournait la maison. Un vrai petit diable de Tasmanie. Il n'arrêtait pas de me chuchoter dans l'oreille. Des tas d'horreurs. À croire qu'il voulait que je devienne folle et me posait plein de questions. Et si tu sautais par la fenêtre, est-ce que tes amis seraient tristes pour toi? Je pense que Lilian ne t'a jamais aimé. C'est pour ça qu'il est parti après 3 ans de relation. Tu crois que ta mère t'aurait avorté si elle en avait eu l'occasion? Ton meilleur pote, Quentin, là. Moi, je pense qu'il se sert de toi. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il était ami avec toi? Avoue que t'es bizarre comme fille, non? C'est juste des suggestions que je te fais. Toi, t'en fais ce que tu veux. T'as déjà pensé à ce que serait le monde sans toi? Tu crois qu'il se porterait mieux? C'est vrai que ce nouveau mec avait l'air gentil, mais pourquoi elle serait avec une fille comme toi? Regarde-le. Il a de la culture. Il est intelligent, doux, beau. Je ne pense pas qu'il puisse t'aimer un jour. Et même si t'as la chance d'être avec, il va te tromper. Tu devrais partir avant que ça ne soit trop tard. T'es tellement étrange. Tu crois que tu serais capable de tuer quelqu'un? Je pense que non. Mais où sont tes limites? Tu crois que t'es capable de faire du mal aux gens délibérément? Peut-être que ton monde n'est pas réel. Et qu'en fait, t'es juste à l'hôpital. Peut-être que tu n'es pas dans ton appartement, mais dans une chambre enfermée dans un asile. Tu crois vraiment que tout ce que tu as vécu est vrai? Ça se trouve, c'est sorti tout droit de ton imagination. Toutes ces questions me rendaient dingue. Je n'entendais plus que ça, tous les jours. J'ai l'impression que Toby peut rentrer dans ma tête et foutre son bordel. Parfois, j'arrête le temps et me pose seule en regardant par la fenêtre et en pensant à toutes ces questions. Et si Toby avait raison? Et si je n'étais pas normale?
Je ne savais plus démêler le vrai du faux. Août 2018. Je continue de sortir malgré tout, car les balades le soir, j'aime ça. J'aime sentir le vent frais sur mon visage et regarder les étoiles, assise par terre face à la ville. C'est d'ailleurs en faisant cela que je l'ai rencontré. L'homme que Toby déteste par-dessus tout. J'ai fait l'erreur de lui en parler. Depuis, il me pose de plus en plus de questions. J'arrive à ne pas penser à cette créature quand je suis dans les bras de ce bel inconnu. Inconnu qui ne l'est plus tant que ça d'ailleurs. Ça va faire quelques mois que l'on se voit maintenant. Je suis partagée entre vouloir tenter un bout de chemin ensemble ou écouter les conseils de Toby. Car lui aussi est devenu important à mes yeux. Ça fait plusieurs années que je l'ai trouvé caché dans le placard. On est devenus amis proches, et contrairement à cet inconnu, on vit ensemble. Il faut que je prenne une décision. Novembre 2018. 3 mois ont passé depuis ma réflexion. Je n'ai donc pas revu l'inconnu depuis. J'avais décidé de le fuir pour ne pas céder à la tentation. Vous savez pas ce que c'est que de résister à un pareil sourire. Et ses yeux, des yeux qui pourraient éclairer même les endroits les plus sombres. Un sourire qui pourrait raviver la flamme de n'importe quel être malheureux. Et un cœur pur qui redonne espoir et courage quand on peut le sentir battre. Quand une oreille posée sur son torse, on entend les vibrations de ce petit muscle retentir. On ne peut que se sentir apaisé. Des bras forts et rassurants, comme si une bulle protectrice se créait au-dessus de notre tête. Comme si rien n'existait, si c'est lui et moi, et que le monde se figeait le temps d'un baiser. Mais j'ai décidé de renoncer à tout cela, et depuis Toby est plus présent que jamais. Je me suis mise en arrêt pour m'occuper de lui, il me demande beaucoup de temps. Je pouvais pas faire autrement, il ne cesse de chuchoter dans mes oreilles. De s'agripper à moi quand je vais quelque part, il me lâche pas. J'ai de plus en plus de mal à sortir, et je suis de plus en plus fatiguée par cette petite créature. 7 décembre 2018. La taille d'un enfant, et elle m'enlève toute mon énergie. Je ne sais même plus si nous sommes amis ou liés par un étrange lien indéfectible. J'ai l'impression d'être dans un état second. Je reste clouée au lit toute la journée, j'ai plus la force de bouger. Je reste juste là, avec lui. Je dois prendre des anxiolytiques pour calmer mes angoisses. Mais Toby n'en veut pas, il dit que ça m'aiderait pas et que ça ferait tout l'inverse. Du coup, je me retrouve avec une boîte que j'ai pas touchée, qui traîne dans le tiroir de la salle de bain. Mais je reste avec mes angoisses et mes cauchemars. 26 décembre 2018. Mon appartement ne ressemble plus à grand chose. Je traîne en pyjama toute la journée. J'ai plus la force de faire le ménage ou à manger. Je mange les restes des restes des restes. Je n'ai pas de balance, mais à vue d'œil, je dirais bien que j'ai perdu 10 kilos, facile. Enfin bref, encore une journée qui se termine pour moi. Je vous tiens au courant pour la suite. Mars 2019. Encore 3 mois se sont écoulés depuis la dernière fois où je vous ai parlé. Je crois que Toby devient violent. Je l'entends de plus en plus grogner, comme s'il avait faim. Je me réveille avec des traces de morsures sur certaines parties de mon corps. Cette créature m'effraie de plus en plus et le contact avec le monde extérieur n'existe plus. J'ai pas fait les courses depuis 3 semaines et ça le dérange même pas. Je me suis pas levée de mon lit depuis 5 jours, sauf pour aller aux toilettes. Et depuis peu, Toby m'a ligoté à mon lit. Je ne peux plus bouger les pieds et je n'ai qu'une main de libre. Je suis brièvement nourrie avec un peu de pain, parfois des pâtes quand il est de bonne humeur. Il ne me laisse que mon téléphone pour me divertir. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, donc je dois m'arrêter là. Je l'entends revenir de la salle de bain. À bientôt, je l'espère. Je te connaissais peu, mais mon cœur s'était déjà emballé à l'idée d'être près du tien. Je ne comprends pas ton geste, mais j'espère que tu seras bien là-haut. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ton chat. Je sais que ta famille ne le fera pas, alors je l'ai déjà récupéré en douce. J'aurais aimé ne pas être celui qui t'a trouvé. Voir ton corps et cette boîte vide et étendue sur le sol. J'aurais aimé te donner la force de te battre. Pardonne-moi de ne pas avoir vu ton mal-être. Je ne t'oublierai jamais. Merci pour les cassettes. J'aurai au moins de quoi entendre ta voix. Alors c'est toi qui vas t'occuper de moi maintenant? Bonjour. Moi, c'est Aaron. Aaron Dempsey. J'ai 35 ans maintenant, et je suis changé à jamais. J'ai tout ce que je veux depuis ce jour-là. Des femmes? Autant que Dieu peut en créer. De la nourriture?
Mais si je veux, je peux en avoir à profusion, moi. À boire, à manger, des vêtements dignes des plus grands couturiers. Une chambre adaptée à ma manière. Du personnel à mon service. J'ai même une sonnette. Je peux les appeler quand j'en reçois le besoin, avec ma main droite. J'ai tout un étage de la maison pour moi. Tout un monde offert à mes soins. Tout un monde consacré au mien. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Avant, je travaillais dans un cirque. Acrobate, jongleur, clown. Je savais tout faire. Ce n'était pas un cirque familial, oh non. J'avais 14 ans quand ils m'ont repéré. Depuis que je suis tout petit, je suis hyperactif. Alors, pour me calmer, ma mère m'avait inscrit dans plein d'activités. J'ai fait tous les sports possibles. Je me suis plu dans le domaine du cirque. Un jour, un télécrochet passait dans ma région. Ma mère, qui croyait en moi bien plus que de raison, m'a amené là-bas et on a attendu mon tour. J'ai passé la première étape, puis les autres. Mais à la finale, nous étions 4. Un couple de gamins qui dansaient parfaitement bien. Un groupe de rock nommé les Nimposteurs. Une chanteuse et moi. Bien évidemment, c'est le couple d'enfants qui l'a emporté. Mais moi, je me suis fait remarquer par le cirque Cetabia. Un cirque familial à la base. Mais de nouveaux membres arrivaient, et les gens de la famille partaient. C'était plus une entreprise qu'autre chose. Ils m'ont proposé un contrat, mais ma mère ne voulait pas que j'arrête les cours. Je devais donc faire le cirque à mi-temps. J'avais des cours adaptés aux horaires du cirque. Puis, à mes 16 ans, j'ai complètement arrêté l'école pour me consacrer à cette passion dévorante. Je n'avais plus que cette idée en tête, devenir le meilleur, être reconnu, savoir que Aaron Dempsey était le meilleur jongleur et acrobate de tous les cirques, que pour voir ce fameux Aaron, il fallait forcément venir au cirque Cetabia. Et ça a marché. Oh que oui! On a eu des Anglais, des Espagnols, même des Russes et des Japonais. Ils se sont déplacés uniquement pour me voir. J'avais un lien particulier avec les animaux du cirque. Moi, je n'aimais pas la manière dont on les traitait. J'aurais voulu tous les relâcher, mais pourquoi? Ils n'auraient pas survécu 10 minutes à l'extérieur. Alors, j'allais les voir régulièrement. Tous, les lions, les éléphants. Notre particularité, en plus de moi bien entendu, c'est Zwibi, notre autruche. Zwibi venait d'Afrique. Elle avait été rapportée par un membre du cirque. Elle obéissait tel un chien, assis, couché, debout, roule, fait la balle, et aussi le fameux « Zwibi, t'es moche ». Et là, elle partait la tête haute, se placer un peu plus loin. Elle avait cette singularité d'être hautaine et douce à la fois, comme un enfant trop gâté, mais qui manque d'affection. Je dormais avec elle. Oui, vous pouvez dire que c'est sale, blablabla. Bla bla. Moi, je n'avais qu'elle. Et ça tient chaud une autruche, vous savez. Ma famille ne me suivait plus désormais. Je les voyais à Noël ou à certains anniversaires. Donc, passer du temps avec ma Zwibi me faisait le plus grand bien. Elle était si intelligente. Elle comprenait tout. Au début, c'était Paul qui faisait le tour avec elle. Et à force de voir notre complicité naître, le directeur du cirque m'a laissé la place avec elle. J'ai accepté uniquement si tous les autres animaux avaient de plus grandes cages. Et si Zwibi pouvait être en liberté. Ils ont accepté. Et les gens venaient encore plus voir cette autruche hautaine mais adorable. Quand j'y pense, ils ont dû se faire un max de fric avec tous mes talents. Ah, c'était le bon vieux temps, je ne regrette rien. Puis le cirque a cessé de fonctionner quand j'avais 22 ans. Tous les membres se sont embrouillés, problèmes de famille, d'argent, etc. Ça ne me regardait pas. Alors je suis parti avec mon autruche. J'ai pris ma maison, mon jardin dans ma petite campagne isolée. Je faisais des missions d'intérim par-ci, par-là. De quoi vivre normalement. Je ne ressentais pas le besoin d'acheter grand-chose. Je voulais juste vivre dans ma campagne et être apaisé. Zwibi s'en est allé 5 ans plus tard. Ce jour-là, j'étais dévasté. Je déambulais seul, le soir tard. J'aurais bien dit une bouteille à la main, mais je n'aime pas l'alcool. Alors je marchais. Juste moi et ma tristesse. Une de ces plumes toujours avec moi. Le reste gravé dans mon cœur à jamais. Oui, une amie est partie et mon cœur en est meurtri. Et c'est là que ma vie a changé. Un bête accident de la route. Moi seul, le soir dans le noir. Et une femme pressée de rentrer chez elle. Après 10 heures de boulot non-stop et ce joli cocktail donne lieu à un impact. Un procès, du temps, et me voilà riche. Heureusement que je n'aime pas le goût amer de l'alcool, sinon je n'aurais jamais pu gagner tout cela. Tout cet espace rien que pour moi. Comme je vous l'ai dit plus haut, je suis le plus heureux des hommes maintenant.
Mais je ne vous souhaite quand même pas cela. Quand vous avez trop d'argent, plus rien ne compte vraiment. Les gens ne vous écoutent plus. Ils vous parlent, oui, mais ne vous écoutent plus. À croire qu'ils ne vous entendent même pas lorsque vous hurlez. Pourtant, il m'est arrivé de m'énerver. Hé, oh! Vous pouvez me répondre quand je parle, non? Pas de réponse. Juste un regard triste de ma mère. Un regard indifférent de la part des femmes de ménage. J'échange quelques mots avec elles chaque matin. Presque toujours les mêmes. Mais rien de plus. Pas une grande discussion sur la politique, sur l'environnement ou même sur les prochains anniversaires arrivants. Suis-je devenu trop hautain comme ma chère autruche? Il est vrai que je l'ai été avant, mais il me semble avoir changé. Ah, voilà ma femme de ménage. Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Ah, enfin, bien et vous? Vous êtes venu tard ce matin. Des bouchons sur la route? Il fait beau aujourd'hui. Je vais vous ouvrir les volets. Ça vous fera du bien au teint. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mon teint? Je vous ai posé une question. C'est toujours pareil avec vous. Allez hop, on va vous faire une bonne douche. Je pensais tout avoir, mais je n'ai plus rien en réalité. Il ne me reste plus que cette plume, désormais glacée. Vous êtes si gentil avec lui. Vous lui parlez tous les jours depuis 8 ans. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi vous continuez de lui parler comme ça? Je le connais depuis qu'il est tout petit. J'ai envie de croire qu'il se réveillera un jour. Je ne suis pas sûre que ma vie soit si intéressante au point que quelqu'un veuille l'écouter. Et pourtant, je suis quand même là à déblatérer sans m'arrêter. Si on commençait par le commencement. Je m'appelle Mayvie. Ouais, je sais, c'est un peu spé. Faut pas en vouloir à mes parents. Je saurais pas trop par où débuter car c'est un peu flou. Parfois j'ai juste l'impression que c'est un rêve que j'ai fait, ou alors que c'est mon imagination qui a créé tout ça. Mais j'ai tellement ce ressenti d'avoir vécu toutes ces choses, je peux pas les avoir inventées, non? Je vais vous planter le décor. Je suis la deuxième et dernière de ma famille. Avant moi, il y avait mon frère, Nathan, plus grand que moi de seulement 2 ans. J'ai à peine connu mon père, je crois qu'il est parti quand j'avais 4 ans. Et ma mère s'est remariée peu de temps après, avec une espèce de gros macho digne des clichés des bons vieux films français. Bière, pizza et foot. Pas très grand, enfin dans les 1m70, brun, avec un début de calvitie. Gras comme un porc qu'on essaierait d'engraisser, mais lui n'avait pas besoin de le forcer. Des yeux verts peu rassurants et des sourcils beaucoup trop épais. Le feeling n'est jamais passé, en même temps je me suis jamais senti chez moi dans cette maison. Je suis pas quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir confiance en soi, et toute cette famille tordue le savait. J'ai été vite déscolarisé, à l'âge de 15 ans, donc en 3e car j'ai redoublé une fois. J'ai toujours eu du mal avec les cours, le collège, les profs, l'autorité, enfin bref, tout ce qui se rattache de près ou de loin à l'éducation nationale quoi. Et avec la pression à la maison, c'était encore plus compliqué d'essayer de se concentrer. J'ai tout fait pour amener des bonnes notes, des bonnes appréciations. Ma mère disait toujours que c'était le plus important, alors j'ai tout tenté, mais rien n'y faisait. Absolument rien ne marchait pour que ma mère soit un tant soit peu fière de moi. J'avais beau essayer encore et encore, je n'avais le droit en réponse qu'à des insultes et son terrible mépris. Alors que mon frère, lui, peu importe ce qu'il faisait, c'était le contraire. Il avait ramené notre petite grisouille, notre chat adoré, au collège, et ma mère avait rigolé. Au lycée, il avait foutu le feu à sa chambre d'internat, et là pareil, presque pas de réaction, si ce n'est des rires et une tape amicale sur l'épaule. Il pouvait bien faire ce qu'il voulait, ma mère était toujours fière de lui. Mon beau-père un peu moins, mais tant que personne s'en prenait à lui, il était content. Plus d'une fois j'ai voulu partir, plus d'une fois j'ai préparé mes affaires et tenté de m'enfuir de cette atroce maison. Je pouvais partir devant eux des heures durant, sans que personne ne daigne me contacter. Même s'il est vrai que je coupais mon téléphone et que je passais par des petites rues peu connues, pour que personne ne me voie, personne ne me cherchait. Et comment je le sais? Un jour de dispute, comme bien d'autres, je me suis encore enfuie. Je suis partie, et j'ai marché plusieurs heures. Puis comme d'habitude, un sentiment de culpabilité m'a envahi, comme une petite voix qui me disait que je leur faisais du mal, que c'était pas de leur faute, mais de la mienne. Alors comme à chaque fois que cette petite voix se faisait trop entendre, je suis rentrée. Et au moment de m'approcher de la maison, je les ai vus, ma mère et mon beau-père, se diriger vers la voiture, et j'ai même pu entendre leur discussion. Bon, ça fait quelques heures qu'elle est partie. Faudrait peut-être commencer à la chercher. C'est surtout cette phrase dont je me souviens. Car quand mon frère partait, oui, ça lui arrivait, malgré qu'il pouvait avoir tout ce qu'il demandait, il lui arrivait de faire des crises et de partir. Mais contrairement à moi, lui, il pouvait pas passer la porte sans que ma mère ne se jette à ses pieds en le suppliant de rentrer. Et bien sûr, en lui proposant tout et n'importe quoi en guise de cadeau pour se faire pardonner. Et ce, même si c'était lui le responsable. Lui, contrairement à moi,
n'a pas connu les coups de ceinture, les gifles à en être assommé, ou encore les longues soirées enfermées dans la cave sans manger, car... Ça t'apprendra à te rebeller contre ta mère, fille indigne. Ce que je vous dis là n'est qu'un petit aperçu de ce que j'ai subi. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place, mais un soir de décembre, un soir particulier, je suis partie. Si ce soir dans d'autres maisons rime avec bonheur, sourire et cadeaux, moi ce n'était pas le cas. C'était plus cave, ceinture et bol de soupe. Vous connaissez tous Harry Potter ? Dans le deuxième volet de la saga, quand il doit se cacher dans la chambre et faire comme s'il n'existait pas pour ne pas gâcher la soirée des Dursley. Bah ça, c'était la même situation, mais à Noël pour moi. Pour ne pas gâcher le repas, selon eux, et surtout elle, je devais être maintenue à distance. Pendant que mon très cher frère, lui, déballait ses cadeaux et râlait comme Dudley lorsqu'il en manquait un. Alors forcément, ce soir-là, j'ai craqué. Depuis longtemps, j'avais repéré que le soir de Noël, ma mère, trop bourrée quand elle venait m'apporter mon bol de soupe, ne pensait plus à refermer la clé derrière elle. Elle faisait à chaque fois le mouvement, mais dans le vide. Et j'avais jamais rien tenté par peur que la voix de la culpabilité vienne m'envahir et m'empêche de fuir. Il fallait que je sois prête à 100% pour le faire. Et ce soir-là, je l'étais. J'ai attendu que tout le monde soit endormi, ou du moins trop torché pour réagir, et je suis partie. Mes affaires étaient toujours prêtes, et de toute manière, je n'en avais pas beaucoup. Je suis partie à pied, j'ai marché, j'ai tellement marché. On habitait à la campagne, rien que pour aller en ville, il fallait déjà 2 heures de marche. Mais j'ai pas lâché, j'ai marché jusqu'à la gare. J'ai cherché le premier train qui pourrait m'emmener le plus loin possible de Strohara. J'ai dû attendre 6h32 pour prendre le premier train pour Lyon. Je volais ma mère un peu chaque jour, 2 €, 3 € par-ci, par-là. Des fois, je pouvais faire 5, mais c'était quand même plus risqué. À la fin, j'ai quand même réussi à avoir 200 € de côté, donc j'ai pu payer le train et arriver sans problème à Lyon. Mais il fallait que je parte encore plus loin. Je savais qu'à 9h, personne ne serait encore réveillé. J'avais jusqu'à à peu près midi pour partir le plus loin possible sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai fait. Par chance, j'ai trouvé un blablacar direction Bordeaux. Un couple de jeunes qui avaient rendu visite à leurs parents la veille sur Lyon, mais à cause de leur travail ne pouvaient pas rester longtemps. J'ai eu beaucoup de chance ce matin-là, car tout était pris, et c'est le dernier passager à avoir réservé qui a dû annuler. J'ai sauté sur l'occasion, et on a bien discuté sur la route. On est parti à 10h de Lyon, on a fait une pause à 14h pour manger, un McDo, rien de bien compliqué et puis quoi de plus rapide. Puis on a repris la route avec quelques pauses de temps en temps et un changement de chauffeur quand l'un des deux se sentait trop fatigué pour conduire. Finalement, avec toutes ces pauses, on est arrivé à un peu plus de 17h. Je sais plus exactement. On est tous partis chacun de notre côté et moi je pouvais me payer qu'une seule nuit à l'hôtel. J'ai préféré dépenser pour la première nuit histoire de trouver un coin plus sûr mais 2 jours. Il me restait encore un peu de sous en poche et j'avais jeté la carte SIM du téléphone à midi pile par la fenêtre de la voiture. J'avais quand même gardé le portable pour internet, seulement dans les lieux publics du coup, mais au moins j'étais pas sans rien. Je sais pas ce que ma mère a fait quand elle s'est rendue compte de mon absence. Je sais qu'elle n'a pas pu se diriger vers la police car j'ai attendu d'avoir 18 ans pour fuir. Et là vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 ans à être déscolarisée ? Eh bien, je suis restée à la maison, avec interdiction de voir mes amis. Je suis restée à m'occuper du ménage, des lessives, du jardin, des repas. Heureusement, ma chère mère m'avait donné un téléphone. Elle voulait que je sois à tout prix joignable quand elle partait travailler. Grâce à ce portable, j'ai pu continuer de m'instruire sans qu'elle ne le sache. Je devais supprimer l'historique de navigation avant de lui rendre le soir. Si elle avait su que grâce à elle, je savais bien plus de choses qu'à eux 3 réunis, elle me l'aurait sans doute retiré. Je faisais exprès de jouer à des jeux débiles devant eux pour faire croire que c'était la seule utilité de ce téléphone. Et ça a plutôt bien fonctionné. Le lendemain, je me suis levée tôt pour profiter à fond du petit déjeuner offert avec la chambre. J'ai mangé bien plus qu'à ma maison, je me suis régalée. J'ai pris ce que j'ai pu dans les poches et je suis partie. J'ai fait un tour de la ville, enfin de là où je me trouvais surtout. J'ai repéré plusieurs lieux où le soir me paraissait à peu près sûr, car si je voulais continuer de manger, je devais dormir dehors. C'était ou l'un ou l'autre. J'ai essayé de chercher des jobs, mais sans CV ni lettre de motivation, et encore pire sans expérience, qui voudrait de vous ? Heureusement qu'à la maison, j'ai appris à voler très discrètement. Je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, mais qui m'aurait tendu la main ? Comment pourrais-je avoir confiance en un inconnu quand ma propre mère lève la main sur moi ? J'ai donc volé sur les marchés. Les gens ne font pas très attention. Niveau financier, je m'en sortais plutôt bien, mais je devais toujours choisir entre manger sur du long terme ou dormir bien au chaud. Un soir où il faisait particulièrement froid, j'ai cherché un endroit plus chaud pour m'abriter. J'ai erré dans les rues de la ville pendant 1 voire 2 heures avant de tomber sur un curieux personnage. Un homme grand, enfin plus que moi, dans les 1m80, brun, avec de jolis yeux noisettes, habillé de manière décontractée. Un jean, une veste et des baskets. Il était là et fumait sa cigarette, avec un drôle de regard, à 1h du matin. C'était assez étrange,
Je n'avais pas du tout envie de passer devant lui au risque de me faire encore agresser. Je suis donc passée sur le trottoir d'en face et je me suis mise à accélérer le pas. J'ai eu un si grand sentiment de soulagement quand il n'a rien tenté et que j'ai pu dormir au calme, dans un autre endroit, un peu plus à l'abri. Le lendemain, je suis partie faire les marchés, autant pour voler que pour acheter d'ailleurs. Et au moment de rentrer à mon QG, je l'ai croisé, l'homme d'hier. J'ai fait à nouveau demi-tour, mais une main m'a tapoté l'épaule avant que je n'emprunte la rue qui s'offrait à moi. Salut, je sais ce que tu fais. D'ailleurs, t'es pas la plus discrète dans le coin. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Une vague de peur m'a submergée. Je suis partie d'un pas pressé, mais il m'a retenu. Hé, excuse-moi. Je ne voulais pas te faire peur. Je ne suis pas très doué pour engager la conversation. C'est vrai. Voilà. Moi aussi je connais la galère. Contrairement à toi, j'ai la chance d'avoir un toit, même si les fins de mois sont difficiles. Du coup, je voulais te donner 1 ou 2 tickets resto pour dépanner. Ça t'évitera de voler, parce qu'à force de faire comme ça, tu risques de te faire prendre. Je n'ai pas su trop quoi répondre et je n'ai pu que tendre ma main quand il m'a montré les tickets resto. Il est parti juste après me les avoir remis. Je dois avouer que je suis restée plongée dans son doux regard pendant quelques secondes avant de le regarder partir. Je suis revenue sur ce même marché les jours qui ont suivi, en espérant en tomber sur lui. J'ai même adapté mes horaires et ça fonctionnait. Tous les jours je l'ai vu. Tous les jours nous nous sommes parlé. Au début c'était pas long, et plus le temps passait, plus les discussions étaient longues et enrichissantes. À force de se voir, nous nous sommes mis ensemble au bout de 5 longs mois. Je sais que ça peut paraître idiot ou inconscient de se mettre en couple avec quelqu'un quand on est à la rue. Mais lui, je savais qu'il était quelqu'un de bien malgré qu'il me répétait sans cesse le contraire. J'ai mis encore plus de temps avant d'accepter de vivre chez lui. Je ne voulais pas passer pour une profiteuse. Il a dû me convaincre pendant 6 longs mois. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Notre couple était parfait. J'ai pu faire un CV, en mentant un peu bien sûr, une lettre de motivation, et j'ai postulé partout, jusqu'à ce qu'un restaurant m'appelle. Je suis devenue serveuse. Malgré les clients pénibles par moments, j'ai aimé travailler là-bas. Je m'y sentais si bien, et avec lui c'était si doux. Des petites engueulades qui duraient pas longtemps. On avait tant de points communs que ça en devenait fou, on était si fusionnels. Je suis même allée pour la première fois à Disney avec lui, où bien entendu j'ai tenu à payer ma part. Comme je tenais à payer la part des factures et des loyers d'ailleurs. On parlait de fiançailles, d'enfants, d'avenir. Un amour comme dans le temps de nos grands-parents. Un amour où l'on apprend à se parler avant de tout foutre en l'air. Un amour si beau, si pur, que j'avais si peur de perdre. Avec tout ce changement, j'ai dû apprendre à sourire et à vivre autrement. À baisser mes barrières de fille sauvage, à apprendre à faire confiance en l'autre. Sauf que j'aurais dû m'en douter que c'était pas pour moi tout ça. Un soir d'été, je suis rentrée de mon travail, un soir que je croyais normal. Sauf qu'en poussant la porte de l'appartement, je l'ai vu assise sur le canapé, en train de discuter avec Léo. Mon souffle s'est coupé, et mon cœur s'est tellement emballé que j'ai cru le voir bondir sur le sol. Ma bouche est restée grande ouverte en regardant cette scène. Ma main ne voulait pas lâcher la poignée de la porte, et mes jambes ne savaient plus dans quel sens elles devaient aller. Rencontrer et affronter le démon en personne, ou fuir loin encore une fois, sans chercher à comprendre. Que faisait ma mère avec mon futur mari? Tellement de questions ont percuté mon cerveau, tellement de sentiments se sont mélangés, mais la haine l'a emporté, cette vieille rancœur que l'on croit partie pour toujours. Mais non, elle est juste endormie jusqu'au moment fatidique. Je me suis avancée comme un tigre affamé et lui ai sauté dessus, mais j'ai été retenue par un coup de taser en plein dans la cuisse. J'avais les mains là, les mains déjà prêtes à serrer son cou jusqu'à voir ses lèvres devenir bleues. Mais non, j'ai été retenue et assommée sans comprendre que mon Léo, mon futur mari, venait de me taser. Quand je me suis réveillée, j'ai senti cette odeur de renfermé. J'ai reconnu les taches grises sur les murs, les traces d'humidité, les bouts de verre de mes anciens bols de soupe éclatés contre les murs et gisant sur le sol. Mes anciens pots de chambre encore pleins et donnant la nausée. La porte que mes épaules avaient heurtée plus d'une fois sans réussite. Et ce sol si froid qui était mon lit. Mais comment pouvais-je me retrouver encore ici? Je rêvais, c'est pas possible. Debout, réveille-toi, s'il te plaît. Arrête, je sais que tu rêves, arrête, réveille-toi maintenant. Réveille-toi, s'il te plaît, debout. Ce cri, je n'ai pu le retenir. Après tout ce temps, comment? J'ai attendu de longues heures, j'ai scruté la pièce des yeux, chaque recoin, même si je la connaissais déjà par cœur. J'ai tenté de défoncer la porte, mais une chaîne à mes pieds m'en a empêché. Jamais elle ne m'avait attaché avant. Avait-elle peur de moi? Puis elle est venue, un soir. Elle a passé la porte et m'a regardé pendant plusieurs minutes. Ça a dû l'amuser de voir mes yeux ronds remplis de peur, de me voir prostrée comme une bête sauvage dans le coin de la pièce, repliée en position fétale. Je le sais que ça l'a amusée, puisqu'elle m'a souri et m'a pu retenir un « très bien » sadique.
Après son sourire, elle s'est approchée de moi et s'est agenouillée. Elle m'a relevé la tête en mettant une main sous mon menton et m'a dit Tu croyais vraiment à tout ça? Comment une petite chose comme toi a pu penser une seconde que tu pouvais vivre seule un jour? J'ai bien fait d'engager Léo pour te retrouver. Voler? Mais ma fille, ma douce chérie, je t'ai pas élevée comme ça. Dormir dehors? Ma pauvre puce, t'as dû avoir si peur avec tous ces clodos autour de toi. Qu'aurais-tu fait sans Léo? Qu'aurais-tu fait sans moi? Ton frère m'avait convaincu de te laisser libre pour voir ce que tu donnais seul. Mais moi, je savais que tu valais rien. T'as vraiment cru que je buvais au point d'en oublier de t'enfermer? Ma pauvre chérie, je sais, c'est de ma faute. Je me suis pas assez occupée de toi. Mais je vais me rattraper. J'aurais dû faire attention au monde extérieur. Il peut te faire mal. Je n'aurais jamais dû accepter de te laisser vivre dehors. Je t'ai fait tant de mal, ma fille. Mais plus jamais ça n'arrivera. Je te le promets. Allez, je vais te laisser te reposer. Tiens, mange ça. Ça te fera du bien. De douleur, je me suis évanouie. Les larmes que j'ai voulu sortir se sont transformées en cris intenses. Tout mon monde s'était écroulé. Ma libération, mon histoire avec Léo, mon avenir potentiel, tout était faux. Même l'argent que je croyais voler était en réalité préparé par ma mère. Le blablacar que j'avais pu avoir la dernière minute, mais comment avait-elle pu savoir? Avait-elle réservé toutes les voitures ce soir-là pour être sûre de m'en laisser un? Tout l'amour que je ressentais pour Léo, ces longues soirées à parler d'enfants. Comment vous expliquer ma douleur? Pendant plusieurs jours, je n'ai pu manger ni boire. Je suis juste restée assise à regarder bêtement le plafond. Mon cerveau s'était arrêté et je ne savais plus comment réagir. Je ne pouvais plus que fixer cet objet. Une lame de rasoir enfermée dans une vitrine. Elle était à l'autre bout de la pièce, et quand je me suis approchée pour la toucher, je me suis aperçue que la chaîne-ça était pile devant. Je ne pouvais que frôler cette vitrine du bout des doigts. Quand j'ai compris que ma mère avait fait exprès de régler la taille de ma chaîne, j'ai refusé de lui offrir ma mort. Je sais qu'elle n'attendait que ça. J'ai refusé de manger pendant longtemps, je me souvenais encore des horribles plats qu'elle m'apportait quand j'étais petite, et je voulais plus manger ça. Mais si je voulais lutter et avoir assez de force pour réfléchir, j'avais pas le choix. Je me suis donc résignée, malgré ce goût infâme, quoique différent d'avant. J'ai mangé plusieurs jours d'affilée, mais un jour elle a arrêté de m'alimenter. Je n'avais plus qu'à boire. Et au lieu de m'amener mon plateau repas, elle m'a apporté 2 pots de chambre supplémentaires. J'ai pas compris au début, jusqu'à ressentir ce manque affreux. Mon corps me réclamait quelque chose, mais je ne comprenais pas. Je me suis mise à vomir, à trembler, à transpirer. C'est ce qui m'a permis de comprendre le pot de chambre et l'eau d'ailleurs. J'ai été droguée. Elle s'est amusée avec moi pendant longtemps comme ça. Pendant plusieurs mois, j'avais le droit de manger, et pendant une semaine, j'étais en sevrage intensif. De temps en temps, un médecin me mettait sous perfusion pour me maintenir en vie, car ouais, des fois, j'étais pas très loin de rejoindre mes ancêtres. Je sais même pas comment elle a fait pour payer un médecin, à moins que ce soit mon cousin Vincent. Quand je suis partie, il avait presque fini ses études et lui aussi n'était pas très sain d'esprit. Mon état était pitoyable, mes vêtements encrés d'excréments, de vomi et de larmes. Je me suis même mise à manger ma peau sur les doigts pendant certains sevrages. Je n'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête à force de les arracher pour lutter contre ce manque. Et les murs, eux, ils portent l'empreinte de mon crâne que j'ai volontairement enfoncé dedans pour stopper ces voix. Tous les jours, mère venait me voir et me regardait en tenant ma tête entre ses mains en répétant « C'est bien, c'est bien. » Puis après m'avoir observé quelques minutes, elle me relevait et me montrait les lames de rasoir, me forçait à les regarder en me maintenant la tête, puis disait « Tu veux ?» et partait, en me laissant là. Chaque minute que Dieu faisait, je l'ai passée à contempler ces lames, ces douces lames. Et quand je ne les contemplais pas, je tirais de toutes mes forces ma chaîne. Je hurlais pour atteindre cette vitrine. J'ai passé tant de minutes les bras tendus à frôler du bout des doigts sans y arriver. Encore aujourd'hui, j'essaierai après avoir vomi. Je ne fais plus que 45 kilos. Quand j'essaye de me lever, je ne sais plus si c'est le bruit de ma chaîne ou celui de mes os qui s'entrechoquent. Je n'ai plus qu'une voix dans ma tête, et sa question à laquelle je n'ai pas le droit de répondre. Tu veux ? Et tu savais depuis le début, mais tu n'as rien dit. Je ne pensais pas un jour en venir là, être exposé à de tels faits. Je ne peux vraiment plus le supporter. Alors je t'en supplie, quitte-moi. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Tu le vois bien, on se détruit. Nous deux ensemble. Ce n'est rien d'autre
Ça fait des mois maintenant que je subis cette horreur, que je subis son trop plein d'amour, comme il aime dire. Dès qu'il rentre du travail, je sais ce qu'il va se passer. On va discuter de sa journée, il va s'énerver et me frapper encore et encore. Quand on s'est rencontrés, il n'était pas comme ça, ou du moins, il ne le montrait pas. Je pensais que c'était un homme bien, j'étais même sûre de moi. C'est fou, ce proverbe était donc vrai, l'amour rend aveugle. Je lui pardonne à chaque fois. Même quand il me frappe, me bouscule, m'envoie avec force contre le mur. Je ressens de l'amour dans ses coups. Même quand il me hurle dessus, je sais qu'au fond c'est pour me dire je t'aime. Je sais ce que vous allez dire, pourquoi tu ne fuis pas? Mais c'est pas aussi simple, vous savez. À côté de ça, il est tellement intelligent et beau. Alors je devrais perdre tout ça pour quelques bleus? Et puis je l'ai déjà menacé de le balancer aux flics, mais il s'est mis à pleurer en me suppliant d'arrêter. Arrêter quoi d'abord? Je lui ai dit d'arrêter de chialer comme un morveux. Il est vraiment pas beau quand il pleure. Puis c'est facile de juger. Oui, j'ai voulu m'enfuir. Mais s'il me retrouvait? Et si ça devenait pire après? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je préfère rester dans un futur que je connais. Oui, vous allez dire qu'un jour il ira plus loin, mais ça, ni vous ni moi, nous ne pouvons l'affirmer. Et je sais qu'il existe des foyers pour les femmes dans ma situation. Mais saviez-vous que les places étaient compliquées à avoir? Puis il serait totalement perdu sans moi. Une fois, il était tellement ivre qu'il a commencé à crier à l'aide. Il a rameuté tout le voisinage. Et cela, il l'a fait quelques minutes à peine après m'avoir déboîté l'épaule gauche. Figurez-vous qu'un de mes proches voisins, en se rendant compte de la situation, lui a décroché un coup de poing qui a mis KO mon pauvre mari pendant plusieurs heures. Vous voyez, il est ce qu'il est, mais je l'aime. Et je ne compte pas le quitter. Je sais que je peux le changer. Attendez, quoi? Vous trouvez peut-être que je l'ai bien mérité? Mais vous êtes des monstres! Pourquoi vous me jugez? De quel droit osez-vous? Je vous l'ai dit, il n'est pas fondamentalement mauvais, il est juste perdu. C'est comme un enfant mal élevé, il a peut-être juste besoin de redressement, c'est tout. Et puis moi, est-ce que je vous ai jugé? Non. Jamais je me serais permise. Puis pourquoi vous me regardez comme ça? Si vous continuez, je vais appeler du secours. Ne m'approchez pas. En plus, vous ne savez rien de lui. Rien. Vous ne savez pas ce que ça fait que d'être sous son emprise. Non. Rien. Vous ne savez rien. Rien. Ils ne savent rien. Non. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On te dit qu'on t'écoute, mais c'est pas vrai. On te dit qu'on va comprendre ce que tu dis, mais c'est pas vrai non plus. Et après, tu vas raconter ta vie, et tu vas dire ce que tu penses, et ce que tu ressens, et tu vas t'ouvrir. Mais ça sert à rien, parce que les gens te veulent du mal. 26 novembre 2019. C'est notre 5e séance avec Jeanne Elioff. Toujours pas d'aveu, et aucun changement. Toujours le même discours. Elle répète encore la même chose dans les moindres détails. C'est presque du mot à mot. Elle ne veut pas entendre parler de ses crises d'hystérie. Elle ne veut pas croire que les bleus sur ses bras viennent d'elle-même. Et impossible d'aborder le sujet de son mari décédé, bien que le meurtre qu'elle ait commis soit abominable. En effet, je rappelle qu'après avoir tué son propre mari, elle l'a habillé dans son costume de mariage et l'a mis à table jusqu'à ce que la voisine découvre tout ceci et appelle la police. Vu qu'il n'y a pas de changement et que Madame Elioff continue de parler à son mari décédé, nous allons passer à un autre type de traitement. Je ne pensais pas un jour en venir là, être exposé à de tels faits. Je ne peux vraiment plus le supporter. Alors je t'en supplie, quitte-moi. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Tu le vois bien, on se détruit. Nous deux ensemble. Ce n'est rien d'autre qu'une bombe à retardement. On s'aime, et pourtant on arrive à se haïr. Je chuchote pour pas que les autres m'entendent. Nous entendent. Alors pars. Tu m'as causé trop de tort. Je ne dirai rien sur toi. Pars loin, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir. Plus chez moi. Je ne veux plus être dans tes bras. Je ne sais pas où je vais. Je sais pas où je suis. Je sais plus qui je suis et pourtant je suis là. Est-ce le temps qui me rend dingue? Les rides qui se dessinent autour de mes yeux? Et mes cheveux qui se ternissent? Ou est-ce moi le problème? Je me vois, je sais que je change. Je hurle au monde ma douleur mais personne ne me répond. Je leur supplie de m'ouvrir, de me sortir de cette cage car on étouffe en bas. Pour de vrai. Je n'ai plus d'air et mes poumons commencent à se fatiguer. Je suis à bout.
Je n'aurai bientôt plus la force de lutter. Je sais plus trop ce que je dis. Excusez-moi, je m'égare, il est vrai. Où en étions-nous? Ah oui, moi et mes soucis. Je me demandais ce que vous pensiez de la vie, si les souffrances qu'elle nous inflige valent le coup d'être surmontées, ou si nous sommes juste des êtres en quelque sorte maso qui aimons lutter en vain. Comment percevez-vous la vie? Est-ce une obligation, un fardeau, ou le plus beau cadeau que Dieu vous ait offert? Le suicide serait-il un choix pour contrôler sa vie et une preuve de courage, ou une fuite idéale au premier âge venu? La vie serait-elle dure au point de vouloir l'abandonner? Est-ce le futur incertain qui la rend si effrayante? Ou les années qui passent, avec son lot d'êtres chers qui partent au fur et à mesure? Son lot de trahison, de confiance aveugle et injustement salie, sa haine de l'autre, son racisme, son sexisme, tous ces mots que seul l'homme est capable de crier juste pour s'auto-détruire. Est-ce lui d'ailleurs qui fait que vous n'aimiez pas la vie? Lui qui vous dégoûte de ce monde qui pourrait pourtant être si beau, mais toutes ces aigreurs enfouies en lui font que le meilleur se détruit, que le pire ressort plus facilement et qu'aucune lutte n'est engagée contre cela, que sa recherche de pouvoir permanent le conduit à sa perte et le rend laid, ou encore son estime de lui-même quant au fait d'être l'être supérieur, que les animaux ou les plantes sont en dessous de lui, alors que c'est ce qui lui permet de vivre, et c'est ce qui lui a appris les premières techniques de chasse. Mais peut-être que je me trompe, peut-être est-ce grâce à lui que vous aimez la vie. Car oui, l'homme peut être bon. Avez-vous déjà ri? Ce sentiment si fort et puissant, cet apaisement, ce doux sentiment de bien-être intense et de détente, comme si vous glissiez sur un arc-en-ciel, comme si le monde était doux, comme si vous étiez enveloppé dans une couette qui venait d'être lavée avec de l'adoucissant pour enfants. Avez-vous déjà aimé? C'est incroyable ce sentiment aussi, il vous transporte. Votre cœur, comment vous dire, vous pouvez sentir battre dans votre poitrine. Il s'emporte, il s'emballe et vous fait devenir fou. Prêt à tout pour votre amour, prêt à perdre la raison, prêt à mourir pour cette personne. Cette impression de devenir quelqu'un uniquement lorsque ses yeux croisent les vôtres. Que son sourire vous fasse sentir belle et forte. Que lorsque vous êtes réfugié dans le creux de ses bras, vous vous sentez en sécurité et armé contre les coups bas de la vie. Avez-vous déjà ressenti le manque de quelqu'un? La personne que vous aimez est partie et que devenez-vous? Rien, plus rien. Juste un morceau de poussière, volant dans les airs, sans but et en se faisant porter bêtement par les aléas de la vie. En espérant retrouver un endroit où se poser, ou retrouver ce qui nous faisait tant virevolter. Comme un poids au cœur, comme une vieille plaie ouverte que rien ne pourrait guérir, excepté la présence de ce bel et tendre amour. Est-ce grâce à l'homme que vous m'écoutez parler et me plaindre? Pourquoi vivez-vous? Enfin bref, moi, Sophia, je suis terriblement perdue. Je ne comprends pas ce qui m'arrive et pourquoi je suis bloquée là-dedans. Dans cet endroit si peu rassurant pour une petite fille. Ma mère m'a abandonnée après que papa lui ait dit de donner le dernier coup de pelle. Sois forte, chérie. C'est fini maintenant. Voilà ce que j'ai entendu avant de m'évanouir et de me retrouver coincée ici. J'entends la visite de certaines personnes. Je sais qu'ils me cherchent. C'est pourquoi je ne perds pas espoir. Je sais qu'un jour je serai retrouvée et que tout ceci sera fini, que mes hurlements auront mené quelque part. Mais plus jamais je ne veux voir mes parents. Qu'ai-je pu leur faire de si terrible pour qu'ils veuillent faire du mal à leur petite fille? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Tout allait bien dans ce soir-là. C'est vrai, j'étais un peu malade et je passais de plus en plus de temps avec les docteurs, mais bon, c'est pas comme si j'avais un cancer non plus. Maman m'avait promis de m'emmener faire les courses pour Halloween. Je voulais me déguiser en vampire avec du faux sang, et finalement, me voilà retrouvée piégée ici. À entendre ces gens qui pleurent mon prénom sans savoir que je suis à côté d'eux. Que mes cris ne sont pas assez forts pour les faire réagir. J'aimerais tout pour être comme avant. À force de rester ici, j'ai grandi dans cette vulgaire boîte et je me mets à parler comme les adultes, à être aigrie comme eux et à envier les autres. Alors qu'au fond, je suis toujours une petite fille blonde aux yeux verts. J'avais de beaux cheveux bouclés avant d'être punie. J'ai sourié tout le temps, même quand mes dents tombaient et que j'avais des gros trous à la place. J'étais la joie de vivre, j'étais la fierté de mes parents. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que tout bascule à ce point? Adieu, Sophia. Il voulait de beaux yeux, sans avoir conscience qu'il en avait déjà.
Il s'appelait Picha et venait d'Afrique. Ses parents l'avaient envoyé de force en France pour lui laisser une chance de devenir quelqu'un. C'est ce qu'il disait, mais Picha s'était entêté pendant de nombreuses années avant d'accepter de partir. Lui disait qu'il pouvait très bien construire son futur dans son pays d'origine. C'était un beau jeune homme, grand, musclé, et il était toujours persuadé qu'il arriverait un jour à coiffer ses cheveux crépus. Mais il n'en avait pas besoin, même sans y toucher, il était beau. C'était la première fois que je voyais des yeux marrons presque noirs aussi jolis. D'habitude c'est très banal, et on n'y voit rien dedans. Mais lui avait quelque chose de spécial, et avec il ne voyait pas le monde comme nous. Il est arrivé à l'âge de 21 ans en France, et a fini ses études de commerce à Lyon. C'est dans l'école qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. On est devenus meilleurs amis. Même si je ressentais d'autres choses, je savais que lui non. Notre relation m'allait très bien comme ça. Moi, c'est Alia. J'ai également 21 ans, et je suis née dans une bonne petite famille bien bourgeoise. Mais ce monde n'a jamais été le mien, et Picha, c'était le seul à le comprendre. Si je vous parle de lui au passé, ce n'est pas pour rien. Il n'est pas mort ou disparu, hein. Mais c'est plus lui, il a trop changé. Quand nous nous sommes rencontrés, comme je vous l'ai dit, il m'a tout de suite plu, mais il m'a vite fait comprendre qu'il n'avait pas le temps pour ça et que son but était ailleurs. Gagner de l'argent et envoyer le plus vite possible à ses parents, puis un jour revenir dans son pays et faire sa vie là-bas. Sa passion, c'était la photo. Quelque temps après ses premiers salaires, il a commencé à mettre de côté et observer chaque jour les appareils photo à la Fnac. Jusqu'au jour où il a pu en acheter un. C'était pas forcément le meilleur, mais pour un débutant, c'était déjà pas mal. Il a pris des photos de tout et de rien, des animaux dans le parc, des paysages, de la ville, ou encore des portraits. Il avait un œil particulier sur ses photos, comme si elles prenaient vie. Aucune de ses photos n'était ratée. Non, bien au contraire, c'est comme si elles pouvaient parler. Il avait un tout autre regard sur le monde, et dans chaque image qu'il créait, une pointe de mélancolie s'y glissait. Ce n'était pas un homme triste ou malheureux, c'était un garçon fort, mais très fermé. On ne pouvait pas savoir ce qu'il pensait, ressentait ou éprouvait. Je n'aurais jamais cru qu'il voulait grandir à ce point. Il a passé des mois à prendre des photos, encore et encore. Et il s'est fait un book et travaillé plus pour gagner plus, et acheter des accessoires. La photo était devenue une passion dévorante, beaucoup trop présente. Il ne pensait plus qu'à ça. Mais devenir quelqu'un dans ce monde, c'était très compliqué. Tous les photographes de la région lui avaient d'ailleurs dit. Et il lui avait refusé ses propositions, que ce soit en tant qu'assistant ou stagiaire gratuit. Il n'y a pas de débouché, lui disait-on. Mais il ne voulait pas abandonner. Alors il a cherché des solutions. A arrêté son job pour entrer dans une école de photo, a suivi le cursus, a appris plein de méthodes, et avec ses yeux si particuliers, il avait toujours un bonus, une appréciation par le professeur, le petit plus. Vous voyez La Belle et la Bête ? La façon dont Belle a de voir le beau côté de la bête en faisant abstraction du reste. Les photos de Picha étaient de cette manière. Il aimait prendre des clichés, des choses tristes, et arriver à en faire ressortir le meilleur. Mais même avec un BTS en poche, aucune porte ne s'ouvrait à lui. Un jour où il errait seul dans la ville, un soir où son cœur se sentait rempli de noirceur, il s'approcha du pont. Il avait laissé tomber famille, amis, travail pour sa passion, et n'avait presque plus rien maintenant. Si ce n'est son appareil, son bébé, comme il aimait le nommer. Près du Rhône, et rêvant de voir son cœur heurter l'eau, il s'avança. Mais au moment où ses yeux ont commencé à se fermer, et où il se voyait enfin dormir, un homme lui tapota l'épaule. « Salut l'ami, besoin d'aide ?» Une bête phrase, me direz-vous, mais elle a fait son effet, puisque ses jambes ont retrouvé le pont juste après. Picha était complètement désorienté, et l'homme l'avait bien senti. Ils décidèrent de marcher un peu, et l'homme étrange lui prêta sa longue veste noire. L'homme se fit appeler Jisho, et était d'une taille petite pour un homme, entre 1m65 et 1m70 à peu près. Avec les cheveux mi-longs, bouclés, châtains et gras, des yeux fourbes et rieurs. Son nom, je suis pas très sûre que ça soit le vrai, je pense que cet homme se nomme en fonction de qui il a devant lui. Après avoir longtemps marché dans un silence pesant, l'homme prit la parole. « Pourquoi es-tu si triste, l'ami ? Ah, ne t'embête pas à répondre. Je sais ce qu'il se passe. Je peux sentir battre ton cœur, mais il manque des battements, n'est-ce pas ? Je t'ai observé prendre ces photos avant de vouloir voler. Montre-les-moi. » Picha lui montra, et pendant longtemps ils parlèrent. L'homme vit que les clichés étaient spéciaux. Il dégageait ce petit plus, et n'arrêtait pas de communiquer en onomatopée sans en dire plus. Il lui posa plein de questions. Comment faisait-il pour choisir ses paysages, ses portraits, ou encore ses angles de vue ? Mais Picha ne savait pas répondre autre chose que « je le sens, c'est tout ». L'homme ne comprenait pas, et demanda pourquoi ces photos n'étaient pas exposées, et Picha répondit par un simple soupir.
Avec cette réponse, il comprit et rendit l'appareil photo d'un coup. Il savait déjà tout ça, il l'avait déjà vu, et c'est pour ça qu'il a attendu le moment où les pieds allaient presque quitter la terre ferme. De sa plus belle voix, il reprit. Écoute-moi, l'ami. Je ne suis pas un simple homme comme toi. Je veux t'aider. Mais pour cela, nous devons être d'accord. Je t'offre la carrière dont tu rêves, la gloire dans ton domaine et la reconnaissance. Et en échange, tu m'offres ton plus bel atout, car tu n'en auras plus besoin. L'homme sortit une feuille de nulle part, un contrat y était rédigé. Picha eut à peine temps de la signer qu'elle disparut. Cet énergumène se changea en créature étrange avec des griffes et la peau visqueuse. Il fit un signe de la main et se volatilisa dans une fumée épaisse. Le lendemain, Picha eut l'impression d'avoir rêvé, bien évidemment, cette scène était improbable. Une créature visqueuse qui lui parle ? Non, ça devait être dans sa tête. Pourtant, il sentait que quelque chose avait changé. Dans les rues, il vit certaines de ses photos et en bas, sa signature. Son nom était connu, ses clichés étaient aimés et exposés. C'était donc pas un rêve ? Enfin la gloire, cette foutue reconnaissance tant recherchée. Ces années passées à trimer ne seraient donc pas en vain ? Picha fut tellement surpris et heureux qu'il en oublia la créature. Il n'avait plus de temps pour lui puisqu'il devait répondre à toutes les demandes qui s'offraient à lui. Pendant de longs mois, sa carrière était au summum, et tous les plus grands s'arrachaient cet artiste. Ce petit Kényan qui n'était personne photographia les plus grands mannequins et rencontra les plus grandes célébrités. Pour autant, il était seul. Pas de femme, non, pas le temps. Peu d'amis, si ce n'est moi, mais sur rendez-vous, jamais sans prévenir, oh non. Je ne suis pas sûr qu'il ait continué à envoyer de l'argent à sa famille, et je ne suis pas sûr non plus qu'il y soit retourné, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais il était heureux. Même avec sa fameuse pointe de mélancolie, il était heureux. Jusqu'au jour où il ne se sentit pas bien. Des maux de tête qui se faisaient de plus en plus violents, des vertiges, des visions floues. L'hôpital était inévitable. Et quand le verdict est tombé, Picha a compris. Au bout de 10 ans, 10 longues années à vivre son doux rêve, la créature était venue prendre son dû. Et sur son lit d'hôpital, un soir à nouveau sombre, il apparut. Salut l'ami. 10 ans ont passé. Et j'espère que tu t'es bien amusé à parcourir la terre entière. J'espère que tu as bien profité de mon cadeau. Tu ne comprends pas ? C'est normal. Je sais que tu n'as pas tout lu. Vous ne lisez jamais jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je vous méprise, mais vous adore tant. Vous les humains insignifiants. Relis ton contrat. Je te l'ai apporté pour que tu comprennes mieux. Mais la créature se trompait. Picha avait déjà compris ce qu'elle voulait. Je t'offre la carrière dont tu rêves, la gloire dans ton domaine et la reconnaissance. Et en échange, tu m'offres ton plus bel atout, car tu n'en auras plus besoin. Son plus bel atout. C'est évident. Ses yeux. Picha développa une maladie un peu comme la cataracte, sauf que sa vision est passée d'un peu floue quelques minutes par jour à... plus rien. Juste le néant, la noirceur complète. Il n'a pas que perdu la vue, mais l'envie également, l'envie de vivre, d'aimer et d'être. Le malin a gagné la partie et Picha ne sera plus qu'une âme en peine désormais. Me voilà à tenir la main de celui que j'aimais autrefois, sur le pont Pasteur, comme quand il a fait basculer sa vie. Me voilà à assister au plongeon de mon ancien amour. Je vous parle assis au bord des larmes, sentant que mon cœur se serre. Je le retiens encore, le supplie en tenant fermement sa main dans la mienne, mais lui n'en peut plus, et m'ordonne de l'aider à voler. Alors, vole, petit ange.